Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à deux dossiers brûlants de l'actualité, la Libye et les derniers développements sur le terrain des affrontements entre des milices armées à Tripoli qui embrasent la capitale, et la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, une conférence que Rabat transformait en véritable crise diplomatique avec la Tunisie. L'accueil accordé par le président Kais Saïd à son homologue sahraoui Ibrahim Ghali a provoqué la colère de Rabat, qui a décidé de réagir rapidement. Une protestation qui s'est transformée par le rappel de l'ambassadeur du Maroc à Rabat. La réciprocité s'est tout de suite faite par la Tunisie. Une réaction jugée puérile par les observateurs de la question pour le Maroc. À quoi rime cette réaction du Maroc? Ce sont ces questions que nous allons aujourd'hui aborder avec nos invités qui nous accompagneront tout au long de ce débat. Nous avons pour commencer M. Karim Ben Saïd, qui est donc expert dans les questions internationales, mais il est également journaliste tunisien. M. Rafah Tabib, question du dossier, expert du dossier libyen, il est avec nous par Skype depuis la Tunisie. Nous aurons également par téléphone M. Anis Moraïd, journaliste tunisien, et M. Kanti Bala, journaliste sahraoui et militant également. Messieurs, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Très bien. Alors, pour commencer, nous allons ouvrir le débat avec les derniers développements en Libye. En Libye, rien ne va plus. Les affrontements armés entre les partisans de Dbaïba et les partisans de Bachara font rage. Les derniers bilans parlent de 12 morts et pas moins de 87 blessés, et pas moins donc de 12 morts. Plus exactement, et moins de 87 blessés dans des affrontements qui ont dans la capitale Tripoli. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a même interrompu sa visite en Tunisie, où il était partie prenante pour la conférence de la TICAD, et a regagné son pays pour s'enquérir de près de la situation. Pour commencer avec vous, Monsieur Rafah Tabib, que se passe-t-il aujourd'hui en Libye? Est-ce la conséquence de toutes ces longs mois ou de toutes ces longues années, je dirais, de discorde? Il s'agit d'une phase nouvelle dans le chaos qui règne en Libye depuis la chute de l'État en Libye. Actuellement, nous assistons à une sorte de fragmentation du champ milicien tripolitain, donc réellement à l'intérieur de la capitale libyenne, entre d'un côté une puissante milice qui est affiliée à un commandant milicien qui s'appelle Tajouri, et une autre qui est affiliée au chef incontesté de la grande banlieue populaire de Bouslim, le prénommé Rni Ouakekli. Donc il s'agit d'une première fragmentation dans le champ milicien qui va préparer l'entrée en guerre et l'entrée dans les batailles des deux autres grandes milices, celles qui sont affiliées à Bachar et celles qui sont affiliées à Dbaïba. Et nous avons su aujourd'hui que des milices très très importantes, telles que la 301, la 172, etc., sont en train de traverser toute la région qui est à l'est de Tripoli, venant de Misrata, et se dirigent vers la capitale. D'un autre côté, il y a un début d'affrontement dans la région de ce qu'on appelle le kilomètre 17, entre d'un côté les milices issus de la tribu de Ouachfan et d'autres qui viennent de la région de Zawi. Donc nous avons une complexité de la situation et de la configuration milicienne actuellement. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier que ces milices ne fonctionnent pas sur uniquement des agendas politiques ou idéologiques. Elles sont mues généralement par des considérations d'ordre inhérent à la prédation des ressources, et surtout au positionnement dans les régions stratégiques de la ville de Tripoli. De même, il y a eu énormément de changements d'allégeance à l'intérieur de ces milices, parce qu'il y a énormément d'argent qui est en train de circuler, et nous savons que Dbaïba n'a pu tenir jusqu'à aujourd'hui que grâce justement au soutien qui lui est apporté par la Banque centrale et par Sadiq El-Kbair, qui n'a pas
ménager ses ressources pour soutenir telle ou telle milice. Donc, c'est encore l'épisode très très sanglante dans la ville de Tripoli. Et rappelons que ce n'est pas la première fois. En fait, lorsqu'on voit depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 50 affrontements importants dans cette capitale. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que justement, il faut le dire maintenant, la communauté internationale est partie prenante dans ce chaos. La communauté internationale fait de sorte que ce chaos perdure et que le pays demeure dans cette fragmentation politique et milicienne. Et donc, si les pays de la région ne se mettent pas maintenant autour d'une table pour trouver une solution politique qui soit viable et surtout durable en Libye, je vous assure, la Libye sera bientôt déclarée non seulement comme un État failli, mais surtout comme un État fragmenté définitivement. Oui, est-ce que ce n'est pas un petit peu le but recherché par ceux qui soutiennent les uns et les autres? J'allais dire, ma question aujourd'hui, est-ce que, contrairement aux derniers affrontements ou aux affrontements précédents, cet affrontement risque d'être plus sanglant ou plus dangereux ou plus grave? Il va être plus destructif, ça c'est certes. On est d'accord sur cet aspect. Moi, ce qui me fait peur, c'est autre chose. C'est qu'il y a maintenant des jeux de puissance à l'intérieur de Libye qui sont devenus extrêmement contradictoires. Ça veut dire que maintenant, entre la stratégie américaine à l'intérieur de la Libye et la stratégie de certains pays européens, il y a une différence fondamentale et ils se placent pratiquement aux antipodes au niveau de leur position. Et c'est ça ce qui fait peur parce que les États-Unis veulent mettre la main maintenant sur les ressources pétrolières, veulent assurer leur contrôle de la sortie des hydrocarbures de Libye, et les pays européens qui ont peur de l'arrivée prochaine de l'hiver et qui voudraient stabiliser la situation en Libye afin d'assurer un peu leur contrôle sur l'arrivée du gaz à partir de Libye et bien sûr l'arrivée des hydrocarbures. Donc, nous voyons très très bien, d'ailleurs au niveau des attitudes des ambassades à l'intérieur de Tripoli, même les positions ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que certains appellent juste à préserver la vie des citoyens et d'autres qui appellent à des accords politique viable entre les parties en confrontation. Donc, je pense que maintenant, il faut aider à ce que la Libye sorte de ce chaos, du moins au niveau de Tripoli, parce que le reste de la Libye ne connaît pas les mêmes degrés d'intensité au niveau des affrontements, des clivages, mais au moins il faut aider à ce que les Libyens sortent de cette ornière et puissent commencer à réfléchir sérieusement à tenir des élections qui puissent au moins offrir au pays une certaine stabilité. Parce que nous savons maintenant que ce sont les pays occidentaux qui ont mis fin au processus électoral du 24 décembre 2021 et que dans une certaine mesure, c'est leur responsabilité maintenant, ce chaos milicien qui est en train de faire des victimes. Oui, très bien. La situation est grave. Est-ce qu'on peut considérer que dans cette gravité des choses, aujourd'hui, ce qui vient de se passer, là, il y a une nouveauté? Est-ce que quelque chose est nouvelle pour la Libye? Ou est-ce que c'est comme les dernières fois, les fois précédentes, ce sont des affrontements qui vont finir par se calmer et chacun rejoindra son giron ou son QG? Bien sûr, ça ne finira pas par une fin claire avec des perdants et des gagnants. On l'a vu lors de la guerre du 4 avril 2019, tout le monde est rentré sain et sauf chez soi et on a tous oublié les victimes qui sont tombées. Moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est que jusque-là, les Turcs et surtout les mercenaires qui dépendent de la Turquie, qui sont stationnés dans les environs de Tripoli, notamment dans la frange sud de la capitale, ne sont pas déclarés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quel côté ils vont se ranger. Et beaucoup d'observateurs notent que généralement cette intervention des mercenaires et des militaires turcs se fera lorsque les rapports de force vont être clairement d'un côté ou de l'autre. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que si cette phase de violence, ce cycle de violence
perdure, il y aura bientôt l'entrée sur le champ de bataille des mercenaires qui sont au nombre de quelques milliers. Et là, je pense qu'on va assister encore une fois au même scénario de 2019, ça veut dire l'embrassement général, Oui. avec une incapacité de l'une ou l'autre des partis à trancher en sa faveur. Oui, oui. Monsieur Rafat Habib, effectivement, c'est ce qui est à craindre, c'est-à-dire qu'on craint un embrasement ou, si vous voulez, un glissement vers des violences dont on ne saurait ni les responsables ni les victimes. Mais aujourd'hui, il faut définir les choses. Ce sont des troupes qui ne portent même pas le nom des leaders pour lesquels ils se battent, c'est-à-dire on ne sait pas pour qui se battent ces groupes. Ils ont juste des chiffres, des 777, des 321, c'est-à-dire, et en même temps, on dit que ce sont des groupes qui sont partisans de Bachara, et donc qui derrière Bachara, c'est Khalifa Haftar. De l'autre côté, ce sont des groupes partisans de Dbaïba. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le fait que Dbaïba est resté au gouvernement, ça n'a pas encore été digéré par Bachara qui veut absolument reconquérir Tripoli? Et à quel prix? Oui, c'est certain. Bachar voudrait entrer à Tripoli de manière spectaculaire et éliminer son rival. Mais le problème n'est pas là, madame. Le problème, c'est que nous sommes dans une configuration militaire. Et les milices en Libye vivent de ce qu'on appelle la prédation des ressources. Ça veut dire que si vous avez une milice qui tient, par exemple, un axe routier quelque part, eh bien, elle va taxer tous les passages qui vont se faire sur cette voie. Donc, lorsqu'on parle de milices, on ne parle pas vraiment d'allégeance politique, idéologique, etc. On parle de groupes qui, dans une configuration donnée, se retrouvent alliés à l'une ou l'autre des partis, mais c'est uniquement pendant une certaine période, et puis par la suite, elle va changer totalement d'allégeance et on va la retrouver dans une autre alliance, telle que par exemple Oussama Jouili, qu'on a vu à un certain moment, qui était toujours aux côtés de l'autorité à Tripoli. Aujourd'hui, on retrouve Oussama Jouili et son bataillon qui vient de la région de Zenten, qui est très connu pour être une tribu guerrière parmi les mieux à même de remporter des batailles. On la retrouve du côté de Bachar. Mais c'est très conjoncturel et ça n'a rien à voir avec l'idéologie parce que nous savons pertinemment que l'allié numéro 1 de Bachar, c'est l'armée de Haftar, et l'armée de Haftar est l'ennemi juré de Juillet. Donc, il y a une configuration qui est assez complexe et on doit la comprendre en termes justement d'allégeances, qui sont des allégeances très intéressées de la part de milices. Et à l'intérieur même des milices, aujourd'hui, on va assister par exemple à la scission de la brigade 301 de Misrata, puisque l'un des chefs miliciens s'est retiré et a décidé de soutenir Dbaïba, alors que le commandant Zoubi, qui est le commandant de la brigade 301 de Misrata, a toujours prêté allégeance à Fathi Bachar. Donc, vous voyez, c'est une complexité qui dépend de beaucoup de données qui ne sont pas nécessairement, analysables par notre boîte à outils conceptuelle que nous pouvons utiliser dans notre cas de figure de clivage armé. Oui, autant de facteurs, je me tourne vers vous, Monsieur Anis Moraï, autant de facteurs qui font que ce conflit aujourd'hui en Libye n'est pas un conflit classique dans le sens propre du terme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un adversaire avec un autre adversaire à côté, mais c'est tellement plus complexe avec ces groupes et ces milices qui prêtent allégeance à celui qui offre le plus. Donc aujourd'hui, quelle issue peut-on voir et si issue il y a pour la Libye, et est-ce qu'on ne va pas vers un morcellement volontaire de la Libye? Est-ce que ce n'est pas un peu le but? Oui. Oui, ce qui est déplorable dans cette histoire, c'est que depuis des années, on essaie de mettre les Libyens ensemble pour trouver une solution, et tout le monde sait que, in fine, ce dont on a peur tous, c'est la fragmentation de la Libye en de petites, de petites entités, géographiques, très faciles peut-être à influencer, à coloniser même. Donc aujourd'hui, la communauté internationale est certes peut-être partie prenante, qu'on vient de le dire, le précédent intervenant,
sur cette question-là, mais aujourd'hui, la question est purement libyo-libyenne. Hein, donc, et c'est là où le bas blesse, dans la mesure où ces Libyens n'arrivent pas à trouver une entente à chaque fois qu'on essaie de les pousser. On a eu combien de conférences? On les a rassemblés à Paris, on les a rassemblés en Égypte, on les a rassemblés un peu partout. Donc dans le sillon, donc dans le giron de la Méditerranée, mais on n'a pas encore trouvé donc une solution viable. Et c'est effectivement, ce n'est pas une guerre, ça risque de devenir une guerre civile, parce que justement, c'est très complexe, c'est très tribal. Il y a de l'argent qui coule à flot, et effectivement, l'issue ne sera que dévastatrice pour la Libye. C'est ce que nous ne l'espérons pas, bien évidemment, mais tout porte à croire qu'après tout un processus de démocratisation de la Libye, de stabilisation de la Libye, on avait même parlé donc d'une solution politique qui mènerait à des élections donc claires, nettes et démocratiques. Mais il paraît que le jeu d'influence qu'exercent les uns et les autres n'augure de rien de bon. Et voyons voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Oui, c'est vrai, on va rester dans l'expectative, mais il faut dire que la situation est réellement grave sur le terrain. La suspension des vols de et vers l'aéroport de Tripoli, donc ça a été déclaré à l'instant. Les affrontements armés se poursuivent toujours à la capitale et le ministère algérien pour l'information des Affaires étrangères a appelé aujourd'hui à l'instant même à cesser toute ingérence dans les affaires internes de la Libye. C'est dire que tout ce qui se passe en Libye aujourd'hui est le fruit de l'ingérence de plusieurs forces occultes et parfois ne sont pas aussi occultes que ça. Passons à notre deuxième volet de l'émission où nous allons parler de la Tunisie. La Tunisie qui abrite les travaux de la TICAD 8, un événement économique nippo-africain d'une envergure mondiale, mais qui, hélas, a été transformé en ring où tout a été politisé par le Maroc qui donc a protesté vivement en rappelant son ambassadeur en Tunisie, protesté contre le fait que le président Kais Saïd, le président tunisien, ait accueilli tapis rouge son homologue sahraoui Brahim Ghali. Ça n'a pas été vu d'un très bon œil et ce n'est pas la première fois que le Maroc ou Rabat proteste. Il faut juste s'en rappeler de la réaction ou des déclarations de leur ministre des Affaires étrangères, Bourita, il y a de cela 2 jours, concernant donc les déclarations de Joseph Borrell qui lui soutenait donc le concept ou le principe de la légalité internationale dans le règlement du conflit sahraoui. Voilà donc un dossier assez brûlant, délicat. Je commence avec vous, Monsieur Kanti El-Bala. Comment voyez-vous cette réaction jugée un petit peu puérile, il faut le dire, par certains observateurs de la part de Rabat? Merci pour l'invitation. Mon sentiment est que c'est l'expression d'un sentiment de désarroi chez la diplomatie marocaine, notamment après le discours récent du roi marocain où il plaçait la barre très très haute en disant que soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Et de ce fait, la diplomatie marocaine a interprété l'invitation du président sahraoui Brahim Ghali comme un soutien de la part de l'État tunisien à la République sahraoui, ce qui fait que, on a vu les conséquences d'une telle manière de voir et d'envisager les relations avec les autres, c'est-à-dire créer les crises, cette fois-ci avec la Tunisie, demain on ne sait pas avec qui. Oui. Oui, Monsieur Kantibala. Et donc voilà, il faut placer les choses dans leur contexte. De quoi s'agit-il? C'est une conférence qui est en réalité une conférence ordinaire entre l'Union africaine et le Japon,
de nature économique, politique évidemment, mais foncièrement économique. Et l'État sahraoui est invité en tant qu'État membre de l'Union africaine, non pas par l'État tunisien lui-même, Oui. mais par la Commission africaine, par l'Union africaine. Et il ne s'agit pas de la première participation. Il avait déjà participé au Japon, ou même à la même rencontre, au Kenya également. Oui. Et donc, le Maroc, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a réagi d'une façon puérile et démesurée en rappelant son ambassadeur et de ce fait donc déclarer la crise avec la Tunisie. Ce à quoi la Tunisie, se sentant injustement traitée, a répondu, je dirais, du tac au tac, c'est-à-dire presque le même jour, publie un communiqué extrêmement détaillé, je dirais même honnête par rapport au communiqué marocain qui est vraiment dilatoire et pas très compréhensible du tout. Le communiqué tunisien explique étape par étape de ce qui est réellement passé et décide lui également par réciprocité et à juste titre de rappeler son ambassadeur. Oui. On verra vers quoi conduira cette crise entre la Tunisie et le Maroc, mais le Maroc semble se mettre lui-même je dirais, mettre le doigt dans l'engrenage des crises parce que, en réalité, le Maroc tient un discours complètement contradictoire sur et irrationnel concernant le Sahara occidental. Ce conflit, rappelons-le à vos auditeurs pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit, c'est un conflit de nature coloniale, c'est-à-dire le Maroc est allé au-delà de ses frontières, internationalement reconnues, annexant le territoire du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité, à travers la résolution 380 de 1975, c'est-à-dire dès les premiers jours de l'annexion, a condamné cette annexion et a demandé le retrait du Maroc. Et depuis lors, les Nations Unies essayent de trouver une solution. Alors, à ce titre-là, je blâme quand même les Nations Unies. Pour la lenteur. De la lenteur, je dirais, la lenteur, oui, tout à fait, une lenteur, disons même complice, parce que le conflit maroco-sahraoui est au contour clairement défini, c'est un conflit de nature coloniale, pour lequel la doctrine des Nations Unies est parfaitement claire. L'application du droit à l'autodétermination, la décolonisation du territoire, le respect de la population autochtone. Absolument. Oui. Au droit à l'autodétermination, et donc de ce fait, le fait que le Maroc puisse s'enfoncer davantage dans le conflit contre les Sahraouis, mais aussi avec les États qui reconnaissent la République sahraoui, est franchement quelque chose d'extrêmement d'inacceptable, qui ne devrait pas être accepté. Très bien, Monsieur Kantibala. Oui. Nous allons poursuivre l'idée. Je veux juste passer vers Anis Moraï. Anis Moraï, je crois que le communiqué des affaires étrangères tunisien a été très clair là-dessus, senti comme une agression, peut-être même inexpliquée, cette réaction de Rabat. La Tunisie a gardé quand même sa neutralité. Je rappelle quelques passages de ce communiqué, conformément à la légalité internationale, une constante jusqu'au règlement de ce conflit. Était-il sage aujourd'hui que Rabat transpose ce conflit à la conférence de TICAD? Alors justement, moi je voudrais revenir sur le premier communiqué, ensuite la réponse de la Tunisie, et il y a un communiqué, un deuxième communiqué, parce que le royaume chérifien, il a surenchéri avec un deuxième communiqué qui vient de paraître il y a une heure, effectivement. Et dans lequel donc il parle d'approximation et de contre-vérité véhiculée par la diplomatie tunisienne. Alors, dans le communiqué marocain, ce que je n'arrive pas à comprendre comme observateur, en toute objectivité, c'est lorsqu'on parle d'antécédents. Le Maroc parle d'antécédents hostiles de la Tunisie vis-à-vis du Maroc. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que cela signifie des antécédents? Quels sont les antécédents que la Tunisie a avec le Maroc par rapport à ça? Première contre-vérité. Ensuite, ce que les Marocains essaient de véhiculer par rapport donc à cette crise fomentée, à mon sens, c'est des contre-vérités par rapport au fait de dire que le Japon n'était pas d'accord. Alors ils se porte-parole des Japonais pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord que
la Tunisie donc invite l'entité donc le Polisario, l'entité donc ce qu'ils qualifient eux d'entité entité séparatiste, oui, effectivement. Séparatiste, effectivement. Alors que ce qu'il faut savoir un peu dans la diplomatie, et j'ai pioché aujourd'hui, j'ai même discuté avec plusieurs officiels puisque j'étais pour la couverture de la TICAD, comme vous le savez, et effectivement aujourd'hui, ce qu'on a expliqué, c'est que la Tunisie est partie prenante avec 4 autres donc parties, dont le Japon, dont l'Union africaine et donc la Banque mondiale. Et il y a eu des réunions du Conseil exécutif le 14 et le 15 juin dernier à Lusaka, le Conseil exécutif de l'Union africaine, qui a demandé à ce que tous les pays affiliés à l'Union africaine soient invités. Alors, imaginez si la Tunisie n'invite pas donc le Polisario, oui. Quelle serait la sanction donc pour d'autant plus que Anis Moraï, je me permets juste d'ouvrir une parenthèse, je vous laisse poursuivre votre idée, d'autant plus que la précision a été faite, c'est le président de la Commission africaine donc qui a adressé une invitation directe à Brahim Ghali pour qu'il participe à ce forum. Donc sincèrement, la Tunisie n'est que la terre qui a abrité ce forum, il aurait pu se dérouler ailleurs. Tout à fait. Troisième point, peut-être et non des moindres, on n'a pas vu de réaction de la part de nos amis marocains lors de la TICAD 6 à Nairobi au Kenya, et oui. Lors de la TICAD 7 à Yokohama donc au Japon, là où la délégation marocaine était au coude à coude avec la délégation du Polisario. Encore moins lors de la dernière réunion de Bruxelles. Alors, je me pose aujourd'hui cette question, cette hypersensibilité des Marocains par rapport à cette question. Est-ce que c'est le fait que le président Kais Saied est allé, a mis le tapis d'honneur pour M. Ghali? Alors, cette question, franchement, moi, en tant qu'observateur tunisien, je voudrais qu'elle ne prenne pas plus que ça, parce que entre la Tunisie et le Maroc, entre le peuple tunisien et le peuple marocain, il y a énormément de respect, il y a énormément, je dirais, de fraternité, et cette crise diplomatique ne sert les intérêts de personne, encore moins ceux qui cherchent à construire une union maghrébine, donc une union du Maghreb, dont on rêve tous, devant toutes ces entités qui sont contraintes de se mettre ensemble dans un nouvel ordre mondial. Oui, très bien, Anis. Alors, M. Rafat Habib, vous venez d'écouter ce que viennent ont dit nos deux invités, M. Khanti Bala et M. Anis Moraï. Ma question est très simple. Que cherche vraiment Rabat à faire par ce genre de réaction, je dirais, surprenante? Et comme disait tout à l'heure Anis Moraï, ils ne l'ont pas fait au Kenya, ils ne l'ont pas fait au Japon. Pourquoi le font-ils en Tunisie? Oui, j'aimerais réagir sur la question de la sensibilité marocaine à la question du Sahara occidental, qui est une sensibilité à géométrie variable. Mais ce que je voudrais dire, et c'est un aspect sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est que le Maroc, depuis un certain moment, a commencé vraiment à se positionner dans une situation très clivante vis-à-vis de la Tunisie. Il faut être franc. Le Maroc est très gêné par le rapprochement entre Al-Mouradia et Carthage. Ça, c'est devenu très clair. Et il y a des choses que la Tunisie et les Tunisiens, parce qu'ils portent justement un grand respect au peuple marocain, et que les Tunisiens ne sont pas toujours dans une situation confrontationnelle vis-à-vis du Maroc, eh bien, pendant tout ce temps-là, nous avons passé en silence les attitudes qui n'ont pas été très, très amicales du Maroc vis-à-vis de la Tunisie. Depuis 2011, essentiellement. Depuis que le Maroc s'est mis dans la tête, ou certains planificateurs au Maroc sont mis dans la tête, 2 ou 3 questions. La première, c'est qu'il faut absolument que le tourisme en Tunisie ne revienne pas parce que c'est dans l'intérêt du Maroc. 2, que le phosphate tunisien souffre de manière structurelle afin que le Maroc récupère une grande part des marchés qui étaient ceux de la Tunisie. Et 3, ne jamais permettre aucun rapprochement entre la Tunisie et l'Algérie. Or, ces temps derniers, depuis que la question de la souveraineté en Tunisie est revenue avec force dans la politique du pays, le Maroc a eu
comment dire, la sensation que la Tunisie va rééquilibrer ses rapports avec le Maroc. Et c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Parce que nous avons réellement souffert. Et nous avons des données factuelles sur le rôle qu'a joué le Maroc à un certain moment, notamment dans le dossier du phosphate. Alors maintenant, ce que nous voulons, c'est tourner la page. Et là, j'ouvre une parenthèse, chère madame, pour vous dire que la Tunisie, maintenant, est en train de vivre une véritable fête avec le TICAD, et il n'y a absolument aucun impact de cette fausse crise que voudrait créer le Maroc dans cette grande rencontre. Et ça se passe de la manière la plus fluide. Les gens sont en train de négocier des marchés, les gens sont en train de voir comment faire de sorte que il y ait une diversification des investissements sur notre continent qui en a tant besoin, et que nous ne soyons plus maintenant uniquement des partenaires de certains pays européens qui n'ont fait qu'appauvrir et mener ce continent vers la paupérisation. C'est ça le plus important. Et je vous prie de me croire qu'à part dans certains médias qui ont soulevé cette question, le reste des médias, la réalité sur le terrain, cette affaire qui a été suscitée par le Maroc n'a strictement eu aucun effet. Oui, d'autant plus que cette affaire intervient juste au lendemain, je dirais, parce que de l'affaire Bourita, qui donc a fait des déclarations assez hostiles à Joseph Borrell, juste parce qu'il a exprimé son point de vue, qui n'est pas son point de vue à lui en tant que personne, mais en tant que chef de l'Union européenne, où il disait que le seul règlement passait par la légalité internationale, à savoir le référendum d'autodétermination. Et je crois que là, le Rabat est en train de multiplier les faux pas, et cela touche même les pays voisins. Et il y a eu même une sorte de rumeur ou de polémique qui est née juste après cet incident, disant que beaucoup de chefs d'État africains ne seraient pas présents à cette conférence, que certains qui étaient là-bas se sont retirés des délégations au fur et à mesure pour montrer qu'il existe une division. Est-ce que ce n'est pas un petit peu le but escompté de Rabat, M. Al-Khatibala ? Le but escompté de Rabat, c'est parvenir à exercer une pression suffisante pour la Tunisie pour pouvoir la rendre complètement partiale dans ce qui est le conflit le conflit du Sahara occidental. Ça, c'est tout à fait clair. Le Maroc savait pertinemment que Brahim Ghali allait être présent. Sa délégation était présente durant la réunion africaine de Lusaka. Et donc, ce qu'il a fait était prémédité. Et sans aucun doute, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a des objectifs cachés en déclenchant cette crise. Je reviens sur quelque chose pour vos auditeurs. C'est pas la première fois en fait que le Maroc est une grave crise avec la Tunisie. Vous voulez parler de celle de 1960 ? Oui, tout à fait. Et le Maroc, parce que la Tunisie avait reconnu la Mauritanie, le Maroc avait rompu ses relations diplomatiques pendant 5 ans. C'est même pas un mois ou 2 ou 1 an, c'est pendant 5 ans qu'il avait rompu ses relations diplomatiques, et il a continué à revendiquer la Mauritanie 4 ans plus tard. Aujourd'hui, il invente de toutes pièces cette crise. Et sans aucun doute, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que le Maroc, finalement, n'aura de choix que de probablement rompre ses relations diplomatiques avec tout pays qui se reproche de la République sahraoui, ou du moins qu'il manifeste son soutien au droit international. Oui. Alors, Monsieur Anis Mor'i, vous qui avez pris part, vous le disiez tout à l'heure, à cette conférence, vous avez certainement dû vous rapprocher de la presse, mais également des participants à ce forum. Certains jouaient sur l'incertitude de la présence de certains leaders africains comme Macky Sall, le président sénégalais. On a joué sur l'incertitude de la présence également du Premier ministre japonais qui a fait
fait donc la conférence par téléconférence. Donc, autant de détails qui veulent aujourd'hui amoindrir ou donner très peu d'importance à ce forum juste parce que le Maroc n'a pas, ou si vous voulez, l'accueil n'a pas beaucoup plu à Rabat. Alors, ce qu'il faut peut-être dire dans ce cadre-là, et vous faites très bien d'évoquer ce point, ce n'est pas la Tunisie qui est partie prenante intégralement, qui invite donc toutes ces délégations. C'est un sommet afro-japonais. C'est un sommet afro-japonais, c'est un sommet afro-japonais. Je souligne ça 3 fois. Afro-japonais, Afrique, afro-japonais, il y a l'Afrique, la Commission de l'Afrique, il y a également les Nations Unies, le PNUD pour le développement, il y a également la Banque mondiale. Voilà, la Banque mondiale. Donc, alors, la Tunisie, ce n'est qu'un pays d'accueil. C'est vrai, peut-être, alors je ne vais pas extrapoler et dire que la désignation de la Tunisie n'est pas très bien digérée par Rabat, qui aurait peut-être espéré damer le pion à la Tunisie et reprendre donc la TICAD sur ces terres. Peut-être ça sera dans quelques années, qui le sait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Tunisie la Tunisie est juste la partie qui est en train d'organiser. Sur ces terres, on est en train d'organiser. Ce qui a peut-être, et là j'extrapole un peu, donc ce qui a soulevé l'ire de Rabat, c'est peut-être donc le tapis rouge qui a été offert donc au président du Polisario. C'est ce qui a peut-être donc déclenché toute cette hostilité là. Et d'ailleurs, ça tourne à la gaminerie. Lorsqu'on voit un peu donc la surenchère faite par Rabat par rapport à ce communiqué de presse, on est devenu au tac au tac. Par contre, ici, je peux vous l'assurer, ce qui se dit chez les officiels tunisiens, il ne faut pas donner, et j'étais tout à l'heure avec certains fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, ils ne donnent pas énormément, ils ne veulent pas, je dirais, aller au tac avec le Maroc, ça c'est clair. Et en tant que journaliste, on nous a même demandé très gentiment de ne pas embraser, de ne pas tomber dans la provocation. Oui. Donc, pour dire que le Maroc et la Tunisie, c'est des liens solides, donc, et que cette crise-là va disparaître aussitôt. Donc les relations reviendraient à de meilleurs sentiments. Alors aujourd'hui, si la réunion, si la TICAD est réussie ou n'a pas réussi, c'est pas une question de la Tunisie, c'est une question qui concerne l'Union africaine, c'est une question qui concerne donc le Japon. Et je peux vous assurer aujourd'hui sur l'organisation qui a été très bien faite. Et aujourd'hui, je vous donne quelques informations, quelques chiffres également. Je viens de rentrer de la première journée que j'ai suivie, donc, et que j'ai couvert pour le compte de ma radio. Et je peux vous dire que le Premier ministre japonais a indiqué que 30 milliards d'euros seront déboursés aussi bien par le secteur privé que le secteur public japonais pour l'investissement en Afrique. 33 mémorandums d'entente ont été signés aujourd'hui entre la partie japonaise et la partie africaine dans 3 grands projets pour donc la Tunisie, et énormément de projets ont été signés donc entre la partie secteur privé japonais et secteur donc privé tunisien. Donc aujourd'hui, si la TICAD échoue, je dis bien échoue, et on est très très loin de ce cas de figure, il n'y a aucune raison pour que ça soit comme ça. Il n'y a aucune raison pour que l'ICAD échoue. Effectivement, non, mais ça n'échouera pas parce qu'aujourd'hui, donc tout s'est bien déroulé. À part cette peut-être tache d'huile donc qui est venue un peu interférer entre la Tunisie et le Maroc. Et moi personnellement, je pense que les sentiments donc reviendra à de meilleurs sentiments, parce que je pense qu'il y a dans les 2 pays de sages personnes qui pourraient éventuellement circonscrire donc cette débâcle, je dirais, marocaine. Merci. Monsieur Rafah Tabib, effectivement, cette conférence de la TICAD est très attendue parce que les Africains ont beaucoup à gagner dans leur coopération pour le développement de l'Afrique avec les Japonais, pour le soutien financier, les aides pour le développement, les subventions pour les changements climatiques. Pourquoi, selon vous, Rabat a choisi ce contexte pour justement, si vous voulez, mettre ces protestations comme si il ne fallait pas que cela se déroule bien du début jusqu'à la fin?
Parce que le Japon, ne l'oublions pas, c'est l'un des plus importants financiers de l'ONU. Et que le Maroc a décidé depuis un certain moment de jouer la carte de certaines puissances, et il faut le dire, Israël et les États-Unis. Et maintenant, il y a des changements radicaux qui se passent dans le Maghreb, des changements au niveau de la configuration géopolitique qui font de sorte, et là on l'a vu dernièrement en France, lorsque l'amiral français a dit qu'on ne doit plus maintenant espérer un rééquilibrage des forces dans le bassin occidental de la Méditerranée, puisque le Maroc ne fera jamais le poids d'une autre puissance, et là il parlait essentiellement de l'Algérie. Le Maroc est en train de prendre conscience maintenant qu'il est en train de perdre de véritables cartes dans la région, dans la course à la puissance dans cette Peut-être que région. parce que M. Rafat Habib, il était beaucoup plus préoccupé par les effets de la normalisation aussi. Ça prend beaucoup de temps, Bien sûr, tout parce ça. que la normalisation vient justement dans le cadre de cette politique de rééquilibrage que cherchait le Maroc, une politique qui est maintenant dans l'impasse. Or, pour le Maroc, dans la lecture et les représentations géopolitiques du Maroc, ou du moins de l'élite au Maroc, la Tunisie représenterait peut-être une entrée pour revoir un peu la situation géopolitique dans le Maghreb, surtout maintenant qu'il y a une évidence avec le retrait français de la région de l'Azawad au nord du Mali, avec ce retour en force de l'Algérie, mais aussi de l'axe Tunis-Alger dans les affaires de toute la région du nord de l'Afrique, avec bien sûr l'intérêt que portent certains pays maintenant à notre région pour ce qui est du gaz, pour ce qui est aussi de la question des migrations clandestines. Moi, je pense que le Maroc a compris ça et il essaie, grâce à une sorte de volonté de sa part de mettre la pression sur la Tunisie, à briser la dynamique qui est en train de se mettre en place et d'essayer de tirer le maximum d'intérêt pour le royaume chérifien. Moi, je pense que c'est un jeu qui est extrêmement dangereux parce que d'abord, il remet en question les rapports qui ont toujours été fraternels entre la Tunisie et le Maroc, mais surtout parce que il pousse la Tunisie. Et c'est ce qui nous touche le plus. Il pousse la Tunisie à ce qu'elle prenne des positions. Des positions, oui. Très clivantes vis-à-vis du Maroc. Oui, ce qui nous pousse un petit peu aussi à faire le constat que c'est une agression, je dirais presque gratuite contre la Tunisie, puisque de toute façon, Kais Saïd, le président tunisien, n'a fait que recevoir un président de la race de la République arabe sahraoui, comme il aurait reçu tous ses homologues, c'est-à-dire le Sénégalais, le Zimbabwéen, le Kenyan. Donc, il n'y a aucune différence. La différence, c'est que tout simplement, c'est Kais Saïd qui a reçu Brahim Ghali. Et le problème, il m'a semblé, M. Kantibala, que le Maroc a frappé par ricochet, c'est-à-dire qu'il aurait voulu se protester au sein de l'Union africaine qui a invité Brahim Ghali, mais il n'a pas pu le faire, donc il a un petit peu frappé, je dirais, excusez-moi du terme, le maillon faible, selon lui, bien sûr. En fait, il veut de la Tunisie ce que la Tunisie ne veut pas d'elle-même. Absolument. Comme image et comme positionnement. La Tunisie ne veut pas apparaître comme un pays inféodé, oui, quelque part, à des thèses les plus abjectes, qui sont des thèses colonialistes, à une entreprise des plus condamnables, qui est celle du Maroc au Sahara occidental. D'ailleurs, certains pays qui eux-mêmes avaient œuvré pour fourvoyer le Maroc dans ce conflit du Sahara occidental, tout en le soutenant d'une façon cachée, se dédouanent publiquement en disant « nous sommes pour l'autodétermination et pour le droit international ». Le Maroc ne crée pas de crise avec ces pays. Par contre, ça ne le gêne pas de pousser la Tunisie le plus fortement possible pour qu'elle apparaisse comme un pays peu respectueux et peu respectable. C'est tout à fait inadmissible par la Tunisie et par quiconque de sensé.
Très bien, Monsieur Khantibala, je pense que le message est passé. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que depuis quelque temps, le Maroc essaie d'être quand même un facteur de division au sein de l'Union africaine plus que un facteur rassembleur. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais juste avant de nous quitter, je rappelle que a été avec nous Monsieur donc Rafah Tabib, professeur à l'Université de Tunis, mais également expert dans le dossier, les dossiers internationaux et le dossier libyen. Était avec nous également par téléphone Anis Moraï depuis Tunis, il est journaliste tunisien, et Al Khantibala, journaliste sahraoui et militant également. Au revoir.